quantité d'énergie qui était piégée dans ces lignes de force, et sous une certaine forme, cette énergie se dissipe localement et peut réchauffer localement l'atmosphère du Soleil. L'autre, c'est plutôt sous l'effet d'ondes et de mouvements magnétiques qu'on peut envisager qu'il y a suffisamment d'énergie dans ces ondes pour chauffer cette couronne. Il ne faut pas beaucoup d'énergie, mais il en faut un petit peu quand même. Et là, les observations que vous voyez ici ont été faites par le satellite japonais en 2007, le satellite Hinode, de l'ancienne université de Tokyo et maintenant de l'agence spatiale japonaise, qui montre ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire les racines, si vous voulez, juste au-dessus du bord solaire de lignes de force de champ magnétique qui oscillent constamment. Elles oscillent transversalement et elles sont donc le lieu de ce qu'on appelle des ondes de type Alfvén. Alfvén, qui est un physicien suédois qui a obtenu le prix Nobel pour la découverte de ces ondes, il y a plus de 25 ans maintenant, a été certainement le grand pionnier de cette recherche et a permis en effet de trouver une explication, une des possibles explications à la présence d'une température aussi élevée dans le Soleil. Vous voyez ici, ces spicules que vous avez vues tout à l'heure sont émis et sont le lieu d'oscillations transversales. Et ces oscillations transversales, on les suit grâce aux satellites en regardant de plus en plus haut dans l'atmosphère et on voit effectivement ces oscillations. Vous en voyez des exemples sur la partie droite colorée en orange de cette image. Les deux personnages qui sont à gauche sont Alfvén lui-même, Hans Alfvén, celui qui a proposé l'existence de ces ondes, et son collègue Feltamar, qui est toujours en vie, Alfvén étant décédé il y a quelques années. Et si vous regardez bien les diagrammes en noir et blanc, la partie gauche de ces diagrammes, vous voyez effectivement des petites structures en forme de sigma qui sont les ondes de Alfvén, type Alfvén, observées par le satellite SDO. Et quand on regarde les propriétés de ces ondes, on s'aperçoit que elles ont une vitesse de phase d'à peu près 20 km par seconde et elles sont de 250 km par seconde, pardon, et elles ont des caractéristiques qui sont tout à fait à même de chauffer la couronne. L'énergie qui est transportée par ces ondes est exactement l'énergie suffisante pour pouvoir chauffer la couronne. Maintenant, comment ces ondes sont émises et comment l'énergie est dissipée, ce sont les deux questions auxquelles ces expériences n'ont pas encore répondu. Néanmoins, on a un vecteur possible. C'est déjà quelque chose, on n'avait pas cette facilité avant d'avoir des observations spatiales. Tout récemment, le satellite SDO a obtenu des observations aussi très intéressantes sur des tourbillons. Il ne s'agit plus là d'ondes, mais de mouvements de gaz qui se situent au niveau de la chromosphère, un tout petit peu au-dessus du bord du Soleil. Ces tourbillons se propagent en hauteur et on observe cette propagation grâce à des images prises dans des couleurs de plus en plus orientées vers le rayonnement X et vers l'ultraviolet, et donc de plus en plus haut dans l'atmosphère. Et on s'aperçoit que ces tourbillons qui prennent naissance près de la surface du Soleil se répercutent et se propagent jusque dans la couronne et coïncident avec des zones beaucoup plus brillantes. Et c'est donc là aussi une façon de trouver une quantité d'énergie suffisante pour émettre du rayonnement plus chaud, plus brillant. Et donc là aussi, on a trouvé cette explication récemment. Ça vient d'être publié dans une revue Nature américaine, anglaise, au début du mois d'août. Donc ce sont des résultats très récents qui nécessitent évidemment, là aussi, de comprendre d'où viennent ces tourbillons. C'est vraisemblablement les mouvements liés à la granulation et à la convection et au déplacement du champ magnétique et des racines du champ magnétique dans ces mouvements qui entraînent ces tourbillons et les font tourner au fur et à mesure qu'ils s'élèvent. La façon dont cette énergie est dissipée, là aussi, c'est encore un mystère. Donc, on a fait des progrès, mais pour ceux qui veulent obtenir de l'argent pour construire des télescopes, ils peuvent toujours encore se dire on va trouver une explication à un réchauffement de la couronne et surtout la façon dont les ondes non pas se propagent, mais diffusent leur énergie dans les couches supérieures. Donc on a encore du travail à faire.
Là, nous entrons dans un domaine tout à fait nouveau qui a été remarquable. Pour moi, c'est une des grandes avancées des dernières années, je ne dirais pas des derniers mois, parce que c'est tout à fait récent. En août 2010, on a observé, ce que vous voyez sur la partie droite, cette espèce de tsunami qui vient s'engouffrer dans ce qu'on appelle un trou coronal, qui est la partie sombre en haut à droite. Et si vous regardez bien cette image, vous voyez cette propagation d'un phénomène qui semble à une échelle énorme. Les gens qui ont fait ces observations ont utilisé plusieurs lumières. Vous voyez ici une combinaison de différentes couleurs qui sondent plusieurs couches de la couronne solaire au-dessus du bord. Tous les mouvements que vous voyez sur ces images, vous allez d'ailleurs voir une autre expression de cette image prise dans l'arrêt de l'hélium, vous voyez que tout bouge, tout semble être simultané. Alors, est-ce qu'on a affaire à une coïncidence? Vous voyez à nouveau ce gaz qui s'échappe. A-t-on affaire à une coïncidence ou est-ce que ces choses sont liées les unes aux autres? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un magnétisme global qui fait que si quelque chose se passe à un endroit donné, eh bien, ça déclenche les phénomènes dans d'autres endroits? Eh bien, toutes ces observations ont permis, en effet, de répondre à cette question et de dire que le déclenchement des perturbations magnétiques à un endroit embrase le Soleil dans son ensemble. Donc, si vous avez une éruption à un endroit donné, elle peut avoir des répercussions sur tout l'ensemble du Soleil. Les gens de Lockheed Martin aux États-Unis, qui sont les responsables de ces expériences, ont décidé d'aller un petit peu plus loin dans cette analyse et de faire un modèle du champ magnétique, ce qui demande des capacités de calcul absolument gigantesques, mais ceci est possible grâce au progrès énorme que l'on a fait depuis 30 années dans le domaine de l'informatique. Et voici un certain nombre d'animations qui vous montrent comment ils ont modélisé ce champ magnétique. Vous voyez ces modèles qui représentent effectivement les structures magnétiques du Soleil. On a repris l'image que je vous ai montrée tout à l'heure et on a imprimé par-dessus les mouvements du champ magnétique. Vous voyez ces lignes de force du champ magnétique qui s'échappent d'un endroit donné pour aller rejoindre une polarité opposée, mais beaucoup plus loin que l'endroit où elles ont été émises. Grâce aux observations des satellites stéréo, on a pu regarder où allaient se courber ces lignes de force et se regrouper dans le Soleil, à l'extérieur, de l'autre côté du Soleil. L'un des satellites stéréo donne cette image à gauche, le satellite SDO donne l'image du centre, et on voit un petit morceau de l'image du satellite stéréo A qui regarde aussi de l'autre côté. Aujourd'hui, on a pu donc reconstituer ce champ magnétique global grâce à ces modèles et obtenir ces simulations tout à fait extraordinaires d'un champ magnétique qui est pratiquement global, simultané, et qui explique toute cette agitation solaire du champ magnétique. Ce champ magnétique global, c'est une chose qu'on pouvait imaginer il y a quelques années, et aujourd'hui on en a une démonstration tout à fait spectaculaire. Voici un résultat tout à fait étonnant de la combinaison d'observations de très haute qualité faites dans l'espace avec des moyens de calcul tout à fait importants. L'activité solaire. L'activité solaire, c'est quelque chose qui est lié effectivement au champ magnétique, vous allez le voir. Voici ce petit film qui est absolument spectaculaire de l'activité solaire et de l'agitation du champ magnétique qui sculpte ces grandes courbes et ces grandes boucles de plasma solaire au-dessus du bord. Vous voyez les spicules près du bord solaire et puis ces grandes boucles. Évidemment, tout ça est accéléré à des niveaux extrêmement élevés pour vous donner l'image de la dynamique. Mais on a aujourd'hui, grâce aux moyens de l'espace, une façon très précise d'utiliser l'activité solaire et d'en regarder aussi les effets dynamiques. L'activité solaire se mesure encore aujourd'hui grâce à l'apparition des taches magnétiques qui apparaissent au cours d'un cycle qui est fait à peu près 11 ans de fréquence, de période, et qui subit des sursauts d'activité plus ou moins intenses. Vous avez par exemple en 1960 un cycle qui était extrêmement intense, et puis en 2000, le cycle 23 a eu un minimum qui a duré très très longtemps. On se préoccupait même de savoir si le cycle de 2010 allait réapparaître. Et on s'est aperçu que, en effet, les choses ne se passaient pas normalement. La brillance du Soleil avait
diminué d'à peu près 0,02%. C'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même mesuré. Le rayonnement ultraviolet est 6% plus faible. Le vent solaire avait une vitesse qui avait diminué d'à peu près 3%. C'est des petits chiffres, mais c'est quand même significatif. La température du vent solaire, 13% plus basse. La densité, 20% plus basse. Et le champ magnétique, presque un facteur 2 plus bas. Donc il se passe quelque chose dans cette dynamo solaire qui fait que le nombre de tâches avait disparu. Ce n'est pas la première fois que ceci s'est produit, mais nous allons on voit un exemple. Lorsque on passe d'un minimum d'activité, comme c'était le cas en 1996, ces images faites par le satellite SOHO vous montrent que le Soleil, dans cette lumière du fer 11, je crois, n'est pas très actif en 1996, et puis plus le temps passe, plus le Soleil s'active, et en 2001, on passe au maximum d'activité, puis l'activité décroît pour retrouver à peu près, en 2006, presque 10 ans plus tard, une structure presque équivalente à celle qu'on avait observée en 1996. Le nombre de masses d'éjection de masse coronale, lui aussi, suit les courbes du cycle magnétique, avec un maximum à peu près en l'an 2000. Le nombre de CE, de ce qu'on appelle les coronal mass ejections, était bien plus intense qu'il ne l'était en 1996 et en 2006. Le vent solaire qui a été observé par le satellite Ulysse, qui est le seul satellite, et c'est un satellite européen, a survolé le plan de l'écliptique. C'est le seul satellite qui regarde le Soleil par le dessus, étant à une latitude héliographique d'à peu près 90 degrés, donc presque au-dessus des pôles. Il mesurait lors de sa première orbite en 1990, en plein minimum d'activité, un vent solaire dont la vitesse, comme que vous voyez ici dans le diagramme de gauche, au-dessus des latitudes de 30 degrés, était pratiquement uniforme à 800 km par seconde et beaucoup plus agité au niveau de l'équateur. Et puis, le cycle suivant, on passe en maximum d'activité. Vous voyez, la structure a complètement changé. Le vent solaire devient complètement fou, oscille constamment entre des vitesses de 400 km par seconde et des vitesses de 800 km par seconde. Donc là aussi, l'activité solaire a un effet considérable sur la structure et les propriétés du vent solaire. Vous voyez ici ce diagramme qui est superposé à une image du satellite japonais Yohkoh, où on voit le cycle 23 qui a donc culminé à son maximum en 2000, et où on voit que en fait le cycle a repris, et aujourd'hui on voit des taches solaires sur le disque, donc on n'est pas dans une situation où le cycle solaire se serait arrêté. C'est pourtant ce qui s'est passé il y a environ 400 ans, juste après que Galilée ait fait ses observations de taches. Il les aurait faites 10 ans plus tard, il n'aurait rien trouvé. Parce que pendant 70 ans, le Soleil ne représentait aucune tache. C'est ce qu'on appelle le minimum demandeur du nom de l'astronome allemand qui a étudié cette disparition des taches. Curieusement, c'est l'époque où Louis XIV, le roi Soleil, régnait et il avait mal choisi son nom. Il y a eu d'autres disparitions moins intenses du nombre de tâches, en particulier au XIXe siècle. Alors, pendant un certain temps, on a attribué cette disparition, et on a couplé cette disparition au fait que pendant cette période du Maunder minimum, on avait une zone en Europe en particulier, parce que les températures étaient mesurées seulement en Angleterre. Donc l'Angleterre, il faisait plus froid en Angleterre pendant ce minimum de Maunder que en période d'activité. Et on a donc attribué au Soleil un effet climatique qui était une propriété qui ne lui était pas nécessairement due. Et vous allez voir pourquoi. Parce que en Suisse, les chercheurs suisses ont regardé la pénétration du rayonnement cosmique dans l'atmosphère de la Terre. Et le rayonnement cosmique est modulé par le vent solaire. Plus on est en période d'activité, plus le vent solaire, comme vous l'avez vu sur les images d'Ulysse, très compliqué, le rayonnement cosmique ne peut pas passer dans cette broussaille de lignes magnétiques, et donc pendant le maximum d'activité, le rayonnement cosmique tombe arrive moins facilement et moins fréquemment à la surface de la Terre. En revanche, pendant les minimums d'activité, le champ magnétique est beaucoup plus lisse et il peut pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Que font les rayons cosmiques et les particules du vent solaire, qui sont essentiellement des atomes d'hydrogène ou d'hélium,
il pénètre dans l'atmosphère de la Terre et crée des isotopes radioactifs, comme le beryllium-10 par exemple, que l'on retrouve après dans des carottes glaciaires. Et le scientifique suisse qui travaille sur ce problème, qui travaille en Suisse donc, a montré que, il a montré cette corrélation, vous voyez ici, la ligne en pointillé c'est la courbe du cycle solaire, et la ligne en trait-point c'est la pénétration, c'est l'intensité du rayonnement cosmique arrivant à la surface de la Terre. C'est complètement anticorrélé, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En regardant les carottes glaciaires, ce scientifique suisse a montré que pendant le minimum de Maunder, aux alentours entre 1620 et 1700, eh bien, la modulation du rayonnement cosmique a existé encore, avec une période qui était exactement 11 ans. Donc, s'il n'y avait pas de tâche sur le Soleil, l'activité solaire continuait à augmenter et à exister et à fluctuer sur une période de 11 ans. Donc, mesurer l'activité solaire avec le nombre de tâches, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de procéder. Il vaut mieux regarder, mais c'est plus difficile évidemment, les propriétés du vent solaire et la façon dont il module la pénétration des atomes de la couronne et des ions dans l'atmosphère de la Terre. Donc le minimum de Maunder n'avait pas d'effet sur la disparition du cycle. Le cycle existait toujours, mais d'une façon différente. Que s'est-il passé? L'explication qui est donnée à ce phénomène bizarre où les tâches ont disparu, mais où l'activité solaire existe encore, c'est que le champ magnétique a des propriétés complètement différentes pendant cette période-là, et donne lieu en fait à des zones plus brillantes que normalement. Même s'il n'y a pas de tâches, le Soleil est toujours actif. Et ceci se voit sur cette image. Vous voyez une tache très sombre sur l'image, mais vous voyez aussi des zones plus brillantes tout autour. Et ces zones très brillantes sont des manifestations de l'activité magnétique du Soleil. À certains endroits, cette activité magnétique crée des zones plus chaudes, au-dessus de la surface de notre étoile et même à l'intérieur. Et ceci est une caractéristique très facile à vérifier sur les très bonnes images de la granulation solaire et de la surface solaire. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand on mesure, et c'est des mesures extrêmement difficiles à faire, on les fait depuis une trentaine d'années, on mesure l'intensité, ce qu'on appelle la constante solaire, c'est-à-dire l'intensité lumineuse totale du Soleil. Elle n'est pas constante du tout en fait. Voilà ce que ça donne. Ces images qui datent les premières données datent de 1978, on avait déjà lancé des satellites pour observer cette constante solaire. Eh bien on s'aperçoit que au maximum d'activité, quand il y a le maximum de tâches sur le Soleil, eh bien le Soleil est plus brillant. Donc c'est paradoxal, vous avez plus de tâches qui sont sombres et le Soleil est plus brillant. C'est parce qu'avec les tâches, vous avez aussi cette accumulation de points brillants qui est prédominante par rapport à la disparition de la brillance du Soleil à cause des tâches. Et ceci s'explique par le fait qu'effectivement, ce sont ces points brillants qui sont des points qui modulent le plus l'intensité du Soleil. Donc pendant le minimum de Maunder, il est vraisemblable que le Soleil était plus brillant qu'il ne l'était pendant qu'il y avait des tâches, parce que les tâches étaient absentes, donc le Soleil était un peu moins sombre, et il était vraisemblablement aussi brillant parce que le champ magnétique et le vent solaire